Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un paradoxe médical à la fois fascinant et, il faut le dire, assez terrifiant. Le syndrome de renutrition inappropriée. C'est une situation un peu folle où l'acte même de nourrir quelqu'un qui meurt de faim, ce qui semble être le geste de soin ultime, peut en fait le tuer. Cette phrase d'Émile Zola, elle est incroyable. Écrite bien avant que la science ne puisse mettre un nom sur ce phénomène, elle capture l'essence même de la tragédie. Des soldats affamés qui, à peine la nourriture retrouvée, mangent jusqu'à en mourir. C'est une illustration historique, brutale, mais parfaite du sujet qui nous occupe. Alors qu'est-ce que c'est au juste ce SRI ? C'est un ensemble de complications métaboliques vraiment graves qui apparaissent quand on recommence à nourrir des patients en état de dénutrition sévère. Le mot le plus important ici, c'est inapproprié. Parce que le problème, ce n'est pas la nourriture elle-même, non. C'est la manière et surtout la vitesse à laquelle on la réintroduit. Pour bien décortiquer ce syndrome, on va suivre un plan assez simple. D'abord, on va voir le paradoxe et son histoire. Ensuite, on va plonger au corps de la machine, dans la cascade métabolique, pour comprendre ce qui se passe dans le corps. Puis, on verra les conséquences très concrètes, avant d'aborder le plus important. Comment on identifie les patients à risque, et surtout, comment on prévient et on gère tout ça. Allez, on commence par le commencement. Ce paradoxe mortel, ce n'est pas du tout une découverte récente. L'histoire, en fait, regorge d'exemples tragiques qui, avec le recul, étaient sans aucun doute des cas de syndrome de renutrition. Regardons un peu cette chronologie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, après le terrible siège de Leningrad, les médecins observent des insuffisances cardiaques chez les survivants qu'on se met à nourrir. Plus tard, en 1951, une étude sur des prisonniers de guerre japonais révèle une mortalité de 21%, alors qu'ils recevaient une diète jugée adéquate. Mais le vrai tournant, c'est en 1981. Là, 2 patients sous nutrition par intraveineuse développent des complications et pour la toute première fois, on fait le lien formel avec un effondrement du phosphate dans le sang. L'hypophosphatémie. Ça y est, le coupable était identifié. Bon, maintenant, passons à la mécanique interne. Comment est-ce qu'un geste de soin peut déclencher une telle catastrophe ? Eh bien, la réponse se trouve dans une sorte de réaction en chaîne métabolique, un véritable choc pour l'organisme. Ce tableau est super parlant, il montre bien le grand écart. Pendant le jeûne, le corps est en mode survie totale. L'insuline est au plus bas, l'organisme carbure sur les graisses et les protéines. Mais les stocks d'électrolytes à l'intérieur des cellules sont déjà dangereusement bas. Et là, pendant la renutrition, l'arrivée des glucides provoque un pic d'insuline absolument massif. Le métabolisme bascule d'un extrême à l'autre de manière hyper brutale. C'est ce switch violent qui est au cœur du problème. Décomposons cette cascade. Étape 1, le corps, affamé, reçoit des glucides. Étape 2, le pancréas panique un peu et envoie une dose massive d'insuline pour gérer tout ce sucre. Étape 3, c'est l'acte où bascule. L'insuline va ordonner au phosphore, au potassium et au magnésium de quitter le sang pour entrer massivement dans les cellules pour les aider à produire de l'énergie. Étape 4, la conséquence, c'est un effondrement total des niveaux de ces minéraux essentiels dans le sang. Le plasma se vide littéralement. Et qui sont les victimes de cet effondrement ? D'abord, l'hypophosphatémie. C'est la chute du phosphate qui est indispensable pour l'ATP, la molécule même de l'énergie. C'est le premier signe, le plus courant. Ensuite, l'hypokaliémie, le manque de potassium qui peut provoquer des troubles du rythme cardiaque mortels. Puis l'hypomagnésémie, qui va paralyser des centaines de réactions chimiques vitales. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la carence en thiamine, la vitamine B1. Ces réserves sont à sec après le jeûne, et sans elles, impossible de métaboliser les glucides. C'est le blocage complet. Maintenant qu'on a vu la mécanique interne, voyons comment ce chaos biologique se traduit en symptômes, en maladies. C'est là que le drame prend toute sa dimension clinique. Ce graphique montre bien que l'impact est global. Ce n'est pas un seul organe qui souffre, c'est tout le système. Le système cardiovasculaire est en première ligne, c'est le plus touché. Arythmie, insuffisance cardiaque. Juste après, on a le système neurologique, avec de la confusion, voire un coma. Puis le respiratoire à cause de la faiblesse des muscles, et enfin les troubles musculaires et sanguins. C'est une attaque généralisée. Et c'est ça, le point crucial. La situation peut dégénérer très très vite. Cet enchaînement de pannes peut mener à ce qu'on appelle un syndrome de défaillance multiviscérale. C'est un effet domino, où les organes lâchent les uns après les autres. Ça montre bien à quel point cette complication est grave et pourquoi il est vital de l'anticiper. Face à un danger pareil, la meilleure défense, c'est l'attaque, ou plutôt la prévention. Et tout commence par une étape fondamentale, identifier précisément qui est à risque, en s'appuyant sur des critères de diagnostic qui sont objectifs et officiels. Et pour ça, on a justement les critères du NICE, l'Institut britannique de référence pour la santé. Ils sont limpides. Un seul critère majeur suffit pour classer un patient à haut risque. Par exemple, un indice de masse corporelle inférieur à 16, une perte de poids de plus de 15% en quelques mois, ou plus de 10 jours sans s'alimenter. Un seul de ces points et tous les voyants passent au rouge. Pour les critères mineurs, comme un IMC un peu plus élevé ou un alcoolisme chronique, il en faut au moins 2. C'est un outil de dépistage standardisé, objectif et absolument essentiel.
Et ces critères, ils s'appliquent à des tas de situations cliniques. On pense tout de suite à l'anorexie, bien sûr, mais il y a aussi l'alcoolisme chronique, les suites d'une chirurgie de l'obésité, les patients atteints de cancer, les personnes très âgées, ou encore celles qui souffrent de maladies de malabsorption, comme la maladie de Crohn. Le risque est en fait bien plus large qu'on pourrait l'imaginer. On arrive à la dernière partie, et c'est la plus importante, la solution. Maintenant qu'on sait qui est à risque, comment on fait pour les nourrir en toute sécurité? Heureusement, il existe un protocole bien établi pour ça. S'il y a un seul chiffre à retenir de tout ça, c'est celui-ci. 10. 10 kilocalories par kilo et par jour. C'est la dose maximale de départ pour un patient à haut risque. Ça peut paraître dérisoire, c'est à peine plus que rien, mais c'est cette prudence extrême qui sauve des vies. La règle d'or, c'est commencer bas et y aller lentement. Start low, go slow. Le protocole est logique et se déroule en 4 étapes. 1. On démarre très lentement, comme on vient de le voir. 2. On augmente les apports tout doucement, sur plusieurs jours, en s'adaptant à la réaction du patient. 3. La surveillance est hyper rigoureuse, prise de sang tous les jours pour vérifier les électrolytes. Et 4, et ça c'est capital, on supplémente en vitamines et surtout en thiamine, qui doit être donnée avant même la première calorie. Donc pour résumer, les 2 clés de la sécurité, c'est d'abord un dépistage systématique et rigoureux en utilisant les critères objectifs, et ensuite une approche de renutrition ultra prudente et progressive. C'est cette combinaison qui permet de transformer un risque potentiellement mortel en une prise en charge sûre et efficace. Et on termine sur cette question qui fait réfléchir. Ce syndrome de renutrition, il nous oblige à reconsidérer un acte aussi simple que manger. Et nous rappelle que derrière ce geste vital se cache un équilibre biologique d'une complexité et d'une fragilité extrême. C'est une belle leçon d'humilité face à la mécanique incroyable du corps humain. Merci beaucoup.